Salut les gens, c'est Endeavor. Je vous retrouve pour une vidéo consacrée à Folklore The Affliction, qui est un dungeon crawler coopératif que j'ai reçu il y a un petit peu plus d'une semaine. Je n'ai fait pour l'instant que deux parties, en plus deux fois le scénario d'introduction. Mais si je fais cette vidéo, c'est qu'il y a un deuxième Kickstarter qui vient de commencer il y a quelques jours pour une réimpression de cette boîte-là. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux éléments pour l'instant, mais pour que vous puissiez vous faire une idée de à quoi ressemble le jeu, si c'est pour vous, si c'est pas pour vous, j'ai fait cette petite vidéo, voilà. Donc je serais incapable de vous dire, ah dans 10 histoires, 10 scénarios, ça va devenir chiant, les persos ils deviennent trop puissants, il n'y a plus de challenge. Donc, bien entendu, je serais pas capable de vous aider sur ce sujet-là, parce que je n'en sais rien et que même dans la communauté, il y a peu de gens qui ont beaucoup joué, enfin quasiment personne hein, pour l'instant. Euh, voilà, sachez ça avant de commencer. Je vais vous expliquer le mécanisme de base pour que la boucle de gameplay standard, on va dire, et comme ça vous comprendrez un peu mieux. Euh, je m'excuse pour mes E déjà. Alors, euh, voilà. Le... C'est un jeu qui est, alors pour essayer de le situer sur une sorte d'échelle qui, en termes de gameplay, de complexité de gameplay, ressemble pas mal à Shadows of Brimstone. Dans le sens où c'est un jeu qui n'est pas extrêmement tactique. Par exemple, dans les jeux récents, Sword and Sorcery a une complexité de gameplay ou de tactique bien plus grande que Brimstone et que Folklore The Affliction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est généralement pas de la, de la- du placement à la casse près, sinon on meurt, comme dans Descent de première édition où c'était vraiment ça. Bon, il y avait un ennemi, un adversaire, mais où c'était très tendu. Ou alors, par exemple, nous, on a fait toute la première campagne de Sword and Sorcery. Et l'un des joueurs trouve que c'est quand même très complexe. Il y a quand même beaucoup de petites règles, beaucoup de petits trucs à se rappeler. Là, on est dans un jeu beaucoup plus simple, à la fois au niveau tactique et même au niveau quantité de règles, même si bon bah voilà, on a eu quelques doutes, comme c'est nos premières parties, il y aura une FAQ, la deuxième édition aura des précisions, enfin la deuxième impression, parce qu'on va pas appeler ça une deuxième édition. Je parlerai des détails du Kickstarter à la fin de cette vidéo, de différentes options et ce qu'il y a. Voilà. Donc ça c'est la partie gameplay pure. Il y a beaucoup de jets de dés. En revanche, niveau histoire, c'est très loin de Brimstone. Alors pour moi, qui adore Brimstone, le problème de Brimstone, c'est qu'il n'y a pas vraiment de campagne, il n'y a pas d'histoire qui est racontée. L'histoire, vous allez vous la raconter vous-même, parce que dans Brimstone, puisque toutes les micro-péripéties que vous allez piocher, les petits événements, tout ce qui va se passer va dessiner une histoire, on va dire, que j'appelle moi locale, c'est-à-dire vraiment à l'instant donné, il va se passer quelque chose et vous raconterez votre histoire comme ça. Mais il n'y a pas d'histoire écrite du début à la fin qui serait tout le monde joue la même histoire et fait des choix différents, etc. C'est vraiment pas comme ça. Folklore, lui, est très. C'est d'ailleurs pour moi un des gros problèmes, enfin des gros problèmes, un des points négatifs de Brimstone. J'aimerais bien un vrai jeu en campagne. Bon, il y a plein de choses qui sont proposées en contenu fait par les fans, mais j'aurais bien aimé un peu plus d'histoire dans Brimstone. C'est pas le cas. Brimstone a beaucoup d'autres avantages, hein, beaucoup d'autres intérêts qui sont la très grande richesse des ennemis, même des possibilités de personnages, etc. Mais voilà, de ce côté-là, ça manque un petit peu. Euh, Sword and Sorcery, lui, a des histoires et a quelques choix. Je sais pas, dans la petite campagne de 6 scénarios qu'on a fait, on a peut-être dû faire trois petits choix, des petits choix. Voilà. C'est vraiment centré sur le jeu, sur le plateau et sur la technique, sur le gameplay. Les petits choix sont vraiment mineurs.
Là, folklore, c'est l'opposé. C'est-à-dire qu'il y a des vraies histoires. Donc l'histoire est composée de plusieurs chapitres et va dérouler une vraie histoire. Et à l'intérieur de cette histoire, vous allez avoir des choix. Est-ce que vous parlez à machin? Est-ce que vous essayez de le corrompre pour lui filer un peu d'argent pour qu'il vous donne des infos? Voilà. Donc c'est vraiment l'histoire est plus forte dans folklore. Alors, je vais essayer de rien oublier. Je vais passer là-dessus. Ça, c'est le manuel qui est disponible en ligne. D'ailleurs, Quire sur fanmed.fr a commencé à traduire le livret de règles et va traduire le livret de scénario. Euh, alors, cette vidéo sera sans spoiler parce que pour vous l'expliquer, hop, je vais utiliser euh, l'histoire de démo. Vous n'allez pas vous spoiler, hein, je vais pas le faire, qui est celle qu'ils utilisent dans les conventions. Mais au moins, ça vous montrera comment, comment jouer. Enfin, à quoi ressemble une partie. Dans Folklore, voilà à quoi la boucle de gameplay ressemble. Je vais essayer de trouver. J'aurais peut-être dû trouver. Donc, il y a une carte du monde. Sur cette carte du monde, vous allez vous balader. Vous allez d'abord, premièrement, choisir une mission. À la fin du dernier scénario que vous avez fait, bah, vous avez fini votre mission à un endroit. Alors, attendez, je vais essayer de vous retrouver. Est-ce que je vais trouver... Hop, hop. Voilà. Donc vous avez une grande, enfin plus ou moins grande map dans la boîte, elle n'est pas si grande que ça, avec des zones, des rues, enfin des chemins, des zones hors, un peu dans les parties plus sauvages. Voilà. Donc on va y faire des choses. Voici à quoi ressemble une histoire. Donc vous choisissez une histoire. euh, elle se passe à un moment de difficulté du jeu suivant. Il y a Dusk, Twilight, etc. Enfin bref, la nuit, Midnight et Nightmare. Elle, c'est un peu le niveau que vos personnages doivent avoir pour pouvoir faire l'histoire. Elle va vous dire, eh ben, il faut que vous alliez. Ça, c'est l'endroit où vous commencez l'histoire. Voilà. Euh, Ah non, c'est là où vous devez aller, pardon, excusez-moi. La durée estimée, bon, bien ça, c'est toujours un peu compliqué. Vous avez un texte d'introduction qui va vous expliquer pourquoi vous êtes là, ce qui se passe. Et après, il va y avoir un certain nombre de choix. Par exemple, ici, on va vous expliquer, je vais pas vous lire quoi, hein, mais il faut mener l'enquête sur quelque chose, parce qu'au cas où vous fassiez le mini scénario de démo, il va falloir mener l'enquête et vous avez vous pouvez aller à deux endroits différents, à la chapelle pour mener l'enquête ou chez les, les bohémiens, qui sont assez importants dans le jeu. J'ai pas parlé de l'univers, excusez-moi. L'univers, c'est très Renaissance, les frères Grimm, enfin pas Renaissance, non, mais non, plutôt limite victorien. Il y a des vampires, des loups-garous, c'est assez classique. C'est assez classique dans le sens où c'est un imaginaire qu'on connaît assez bien. Je trouve que l'ambiance, avec peut-être un peu moins de magie et encore, ça ressemble pas mal à The Witcher. D'ailleurs, les personnages qu'on joue sont plutôt un peu tarés, un peu torturés, un peu dark. Voilà, donc c'est vraiment Frères Grimm et compagnie. Assez classique dans en tout cas les ennemis que vous allez rencontrer. Ça ressemble c'est un peu Ravenloft si vous connaissez le jeu de rôle Donjons et Dragons. Voilà, c'est clairement ce genre d'inspiration. Pardon. Donc, donc là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ce choix doit être fait à l'aveugle. C'est-à-dire qu'à la fin du livre, vous avez tout un ensemble de paragraphes, un peu comme dans un livre dont vous êtes le héros, où on va vous dire moment numéro 23, voilà ce qui se passe si vous avez choisi ça, numéro 42, voilà ce qui se passe. Et l'objectif, c'est de faire ces choix-là à l'aveugle avec juste
le petit texte d'introduction qu'on a et qu'on essaye de deviner. Ensuite, bah, vous avez un, un objectif. Ah non, on commençait bien à Hostelink. Ici, on va sur la carte du monde, on va devoir voyager de Hostelink jusqu'aux tombes de Goran qui sont sur la carte. Dans cette partie du jeu là, on va euh, tirer des cartes événements qui sont de plusieurs types sur la route, qui sont un peu plus sûres, qui vont vous demander des jets de compétences à vos personnages, etc. pour éviter d'avoir des ennuis, essayer de gagner des petits bonus, etc. Mais ça, c'est souvent assez long parce qu'il faut faire tout le tour, donc on va en tirer plus. Ou alors aller carrément dans les zones de, hop, de wilderness, donc des zones sauvages. À ce moment-là, ce sont généralement des choix. Est-ce que vous faites ceci ou cela? Voilà la situation. Est-ce que vous faites ceci ou cela? Et c'est plus dangereux. Et alors j'en ai fait qu'un seul, hein, mais ils disent que c'est plus dangereux mais que les récompenses sont potentiellement supérieures. Donc vous voyez ici, il vous explique qu'il y a deux possibilités. Soit vous suivez la route et vous faites un road event, soit vous ne suivez pas la route et donc on va pouvoir traverser des zones de zone en zone beaucoup plus grandes. Et c'est un off-road event. Donc voilà. Donc vous avez tout un système de si c'est le jour ou la nuit, les road events changent, etc. Donc pour avoir un peu de rejouabilité, parce qu'il y a un système de passage du jour et de la nuit qui donne des bonus différents. Et si l'un d'entre vous est atteint de lycanthropie et qu'on pioche un événement qui monte la pleine lune, bon, ça se passe mal. Sans spoiler, ça se passe mal. Euh, à ce moment-là, dans ces zones-là, on peut s'arrêter en ville, par exemple. Et quand on s'arrête en ville, vous avez tout un ensemble d'endroits qu'on peut visiter et chez qui on peut, un petit peu comme dans Brimstone, où on peut acheter des choses, on peut se soigner, on peut tenter d'obtenir des bonus. Il y a une liste d'endroits et de possibilités qui sont disponibles pour tous les personnages. Ensuite, pour chaque personnage a des actions spéciales qu'il est le seul à pouvoir réaliser, ou alors des bonus sur une action qui existe déjà. C'est dans son petit livret de personnages. Ça, comment ça s'appelle? Voilà, ça donne un peu plus de variété, un peu plus de personnalité à votre personnage, justement. Voilà. Ensuite, donc ça c'est un peu hop, tout le contenu du jeu. Alors, hop, je vais essayer de revenir. Donc on va se balader sur la carte jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif qui est indiqué. D'après ce que je sais, il y aura pas mal de... Enfin, il y a des histoires où il y a plusieurs endroits où on peut aller, où ça fait des choses différentes, etc. Il y a une des extensions qui permet d'avoir des quêtes secondaires, des petites quêtes qui vont vous dire, qui s'appelle... bon, je sais plus le nom de l'extension, je vous la montrerai à la fin. Vous allez piocher quand vous allez être en ville, vous allez pouvoir des rumeurs, pardon. Vous allez pouvoir obtenir une rumeur à la ville et ça va vous donner si vous allez à cet endroit-là, eh ben il va se passer quelque chose, voilà l'histoire et puis vous aurez le droit de retourner la carte si vous y arrivez et au dos de la carte, il y a des fois un combat, des fois juste une récompense voilà. Donc ça donne un petit peu d'objectifs secondaires, de variété. Est-ce qu'on va faire le détour avant d'aller à l'endroit ou est-ce qu'on va y aller directement? Alors de ce que j'ai vu, il n'y a pas de passage de temps. Donc dans l'absolu, on pourrait faire des tours et des détours un petit peu partout. Voilà. À part le fait que plus on pioche de cartes événements, plus on a des chances d'avoir des malus parce que c'est quand même plutôt des emmerdes qui vous arrivent, hein. Euh, Plus on a de chances d'avoir des malus dans, dans, au début de la quête, quoi. Alors j'avais, hop, voilà la mission. Ensuite, il va vous arriver, bon, il y a un petit texte, qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez à l'endroit. Alors c'est plus ou moins compliqué suivant l'histoire, hein. Là, c'est l'histoire de démo. Elle est assez simple. Le principe du jeu, c'est qu'on va souvent
avoir des tests à faire. Et là, ça ressemble un petit peu, entre guillemets, à, euh, à un jeu de rôle. Je vais vous montrer alors pas la feuille de enfin si la petite feuille avec laquelle viennent vos personnages, hop, pour vous expliquer les règles que j'expliquerai tout à l'heure. Donc ça, c'est le kit de démo qui permet de faire le scénario. Il est disponible sur le site. Donc voilà à quoi ressemble une feuille de perso. Elle est double face parce qu'il y a la face quand vous êtes en vie. Mais si vous mourrez, vous vous transformez en fantôme. Vous pouvez continuer à jouer, à faire des choses. Donc ça c'est sympa. C'est toujours bien de ne pas avoir juste à attendre que les autres aient fini le scénario. Donc vous avez des points de vie, vous avez une valeur de défense, vous avez une valeur quand un bonus quand vous attaquez, des dégâts bonus quand vous attaquez, des points de pouvoir qui vous permettent de déclencher vos capacités, une valeur de mouvement. Et chaque personnage a entre 2 et 3, on va dire, capacités, enfin compétences plutôt. Elle a par exemple plus un en archéologie, plus un en nerve qui permet de résister aux trucs qui font peur, plus 2 en occulte. Généralement, chaque personnage a plus 4 points qui sont répartis différemment suivant les personnages. Cet archéologue, lui, il a archéologie, awareness qui permet de ne pas se faire surprendre, et trickery qui permet généralement de crocheter les portes, ce genre de choses. Donc, je reviens là où j'étais. Le scénario va vous dire le leader, parce que chaque tour, il y a un leader qui décide si jamais les gens sont pas d'accord, mais qui se prend des bonus ou des malus suivant les events. Ça change, alors pas à tous les tours, c'est un peu plus compliqué que ça change à chaque fois qu'on change de moment. Euh, Il y a, il y a, c'est soit de chapitres, soit de tuiles, parce qu'il y a un système de tuiles, bien entendu. Euh, voilà. Donc ici, ça vous explique, vous avez un petit texte qui vous explique ce qui se passe. Et là, le leader doit faire un test d'awareness à 5. Vous lancez un D10. Vous rajoutez votre bonus d'awareness du leader, parce que c'est le leader qui doit le faire. Des fois, c'est tous les joueurs. Par exemple, si c'est un malus global. Des fois, ça va être un joueur au choix fait le jet. Donc il y a plusieurs possibilités. Et là, on lance un D10. Et si on fait 5 ou plus, on lit le succès. Si on rate, bah, on lit l'échec, bien entendu. Donc là, par exemple, si on rate, hop, on se prend une embuscade venant de ghouls dévoreuses de chair. Voilà. Je vais vous expliquer ce que sont les escarmouches plutôt que les embuscades. Euh, c'est un type de combat un peu abstrait qui se joue pas sur une tuile en se déplaçant case par case, qui permet de faire des petits combats. Euh, des petits combats. Ensuite, on rentre dans la crypte. Tous les personnages vont faire un test. Ceux qui ratent, ils ont ça. Ceux qui réussissent, ils font. Des fois, il leur arrive rien, mais rien de négatif. Là, on va arriver sur la tuile. Voilà. Alors, contrairement à d'autres jeux, ces tuiles-là, elles sont pas assemblées. Alors, bon, c'est pas tout à fait vrai parce qu'apparemment, dans les dernières histoires de l'extension, ils ont mis des tuiles qu'on mettait côte à côte. C'est généralement, en tout cas au tout début de ce que j'ai vu, une grande tuile carrée. Les personnages y commencent là, on place des monstres et on met des points d'intérêt. Ici, là par exemple, là et là, et toute l'histoire va vous raconter à quoi ça sert. Alors là, l'objectif du jeu, c'est pas de tuer tout le monde, mais c'est de fouiller tous ces endroits-là, par exemple. Ça peut être des trucs à fouiller, vous lancez un dé, si vous ratez, si vous faites pas assez haut, vous prenez des dégâts, il peut rien se passer, vous pouvez trouver un objet, mais des fois ça va être plus compliqué. Par exemple, ça va être éventuellement, ils vont vous dire un levier. Si vous allez là, vous devez essayer de décoincer le levier, décoincer le levier d'à côté. Si vous arrivez à tirer les deux leviers, bah, la porte s'ouvre et vous pouvez vous enfuir. Voilà, c'est là où ça va vraiment apporter un peu de richesse, de possibilités et bien développer tout ce qui va se passer. Euh, C'était un objectif optionnel, par exemple, de fouiller tous les endroits. L'objectif principal, c'est de tuer l'esprit ici et les ghouls. Donc vous avez éventuellement différents types de monstres. Après ça, bah, alors ici, euh, là, ça vous explique par exemple que si vous êtes adjacent au sarcophage central,
Vous avez le droit de faire un test de trickery, donc pour essayer de crocheter, enfin plutôt d'ouvrir le sarcophage à 7. Vous aurez, et des fois vous avez une seule tentative, des fois vous avez plusieurs tentatives. Ici il vous explique que ça prend l'action et si vous réussissez, bah, vous obtenez des choses. Si vous ratez, vous avez, vous obtenez un malus, etc. Une fois que le combat est terminé, bah, il y a généralement un texte. Et ça continue, bah, ici ça continue pas, mais suivant ce qui s'est passé, ici c'est fini, mais les histoires elles sont beaucoup plus compliquées. Par exemple, le premier scénario, il va y avoir, je sais pas moi, deux ou trois tuiles qui vont s'enchaîner les uns les autres. Vous allez arriver à, moi je sais pas moi, à l'entrée d'un donjon, vous allez être devant, ensuite vous allez être, une fois que vous serez sorti de la tuile, des fois il y a des zones où il y a marqué que c'est la sortie. Ici c'est juste contenu, donc il n'y a pas de suite, mais voilà, vous allez pouvoir enchaîner les tuiles et ça va vous dessiner une histoire, ça va vous raconter des choses. Alors, donc ça sont les compétences. Je vais vous montrer un peu pour essayer de bien penser à tout. Ça ce sont les compétences, elles ont un coût en points de pouvoir quand vous les dépensez. Ce jeu est pas hyper, je dirais, tactique. En revanche, tout va se jouer sur la gestion de vos récupérations, vos points de pouvoir, qu'est-ce que vous allez utiliser quand? Là, nous, nos personnages commencent généralement avec deux pouvoirs et on va en gagner avec l'expérience. On va pouvoir acheter de nouveaux pouvoirs qui ont des mots-clés que votre personnage possède. Donc là, par exemple, l'arcaniste, il peut dépenser un point de pouvoir pour faire plus de dégâts sur un coup qui a touché. Il peut prédire un peu le futur. Quand il pioche un objet, il peut dépenser un point de pouvoir pour en piocher deux et garder celui qu'il préfère. Voilà, l'archéologue, il est très fort avec le fouet, donc il a des bonus supplémentaires s'il utilise ça. Il y a des pouvoirs passifs, comme vous voyez là, l'archéologue, quand il utilise un consommable, il peut faire un jet et s'il réussit son jet, il le dépense pas complètement, etc. Il y a plein de pouvoirs utilisables plusieurs fois. Voilà. Alors ça ce sont les cartes tarot. Si votre personnage finit par mourir, on va arriver à le ressusciter. Ça va. Alors s'il meurt deux fois, parce que en gros la première fois où il meurt, il se transforme en fantôme. Il a un certain nombre de points de fantôme, des ghost points, qu'il peut dépenser pour faire des actions spéciales pour aider ses potes. Mais s'il se fait quand même cibler et qu'il se fait tuer à nouveau, il va falloir le ramener à la vie et il revient avec une carte de tarot qui va lui donner un malus. On peut se débarrasser de ces cartes de tarot, mais ça coûte assez cher. Ça, c'est le dos des cartes. Bon, c'est pas grandiose l'illustration, mais je trouve que c'est quand même pas mal. On peut avoir des familiers animaux avec nous, genre un style de ranger. On peut avoir des suivants, donc des gars qui vous accompagnent et qui vous donnent des bonus, qui peuvent prendre les coups pour vous, mais bon, ils meurent. On peut obtenir des prières ou des sorts occultes, donc qui font des bonus. Hop. Ça, ce sont les sorts occultes. Pour les lancer, il faut réussir un test. Vous avez pas mal d'objets, soit des consommables comme ça qui rendent de la vie, soit des... Bon, ça, tout ça, c'est des consommables. Bah, hop. Tout ça, c'est des consommables. Je vais vous montrer des trucs qui sont pas consommables. Voilà, des boucliers, des armures, des choses comme ça. Il y a des pistolets, parce que c'est très... mais bon, il y en a pas beaucoup, hein. C'est pas des fusils mitrailleurs, hein. C'est genre des fusils à un coup ou à deux coups. Voilà, des crochets. Bon, bref. Alors, donc ça, ce sont les events qu'il y a dans le. Je vais pas vous les spoiler. Hop, donc la feuille de perso, ça vous dit avec quoi vous commencez, un bandage, un rituel, et puis son arme de départ. Les personnages ont des mots-clés, ce qui va. Si, pour, quand vous passez de niveau, vous pouvez acheter des nouveaux. Enfin, passer de niveau, c'est pas vraiment exactement ça, mais en gros, quand vous gagnez de l'expérience, la connaissance dans ce jeu, vous allez pouvoir acheter des nouveaux pouvoirs. Si, pour pouvoir l'acheter, il faut qu'il y ait au moins le même. Un des mots-clés de vos mots-clés. Donc ici, l'arcaniste, elle a Forbidden, elle a Learned et elle a Myth, le Mythos. Et ils ont tous une capacité spéciale, par exemple, elle résiste à elle est, comme elle a une bonne connaissance des forces occultes, elle peut pas être transformée. Bon, en gros, alors j'en connais qu'un pour l'instant, c'est la lycanthropie. Elle peut pas se transformer en loup-garou.
ce qui est pas mal. Lui, il peut pas être immobilisé. Voilà, c'est un petit pouvoir, en plus des pouvoirs que je vous ai montrés plus haut, bien entendu, hein. Donc ça, c'est le côté quand vous êtes transformé en fantôme. Et ben au dos, vous avez pas mal de petits pouvoirs que vous pouvez faire. Mais plus vous dépensez vos points de ghost pour pouvoir lancer vos pouvoirs et aider vos potes, plus vous êtes en danger. Parce que si vous vous faites taper, oui, les fantômes peuvent se faire taper, heureusement, parce que sinon vous pourriez pas. Il y a des règles, hein, quand on trappe les trucs éthérés, ça fait moins. Donc il y a pas mal de personnages. Là, il y en a 4 dans le kit de démo. Il y en a 6 dans la boîte de base de mémoire et 6 dans le truc avancé, ou peut-être un peu plus. Voilà. Voilà à quoi ressemblent les ennemis. Elles ont deux faces, enfin les ennemis normaux. Euh, Quand on les combat sur les tuiles et quand on fait une petite escarmouche comme ça qui ne sert à rien. Alors les escarmouches, c'est assez simple. Suivant le nombre de personnages, vous lancez des dés. La force de l'escarmouche va commencer à cet endroit-là. Bah, un dé 4, un dé à 4 faces. Bon, j'explique peut-être pas les dés quand même. Un dé 6 à 3 ou à 4 joueurs, à 5 joueurs, des dés 4. Donc la puissance de l'escarmouche va changer. Plus la puissance est forte, bah, plus ils ont des bonus. Par exemple, ici, ils ont plus 10 en might. Alors le might, c'est la caractéristique qui permet de toucher les adversaires. Plus 5, pas de modificateur, moins 5. Et ça dépend complètement selon les personnages. Vous avez, voilà comment ça marche les escarmouches. Donc on choisit, on lance un dé pour savoir à combien il commence. Les monstres commencent. Là, il n'y a pas de placement, hein, rien du tout. C'est vraiment abstrait. Ils vont lancer un dé à 100 faces. Ils vont rajouter leur might et on va le comparer. J'ai oublié un petit truc. À ce moment-là, au début de la partie, juste avant que les monstres jouent, on peut choisir de se concentrer sur l'attaque. Et là, on fera notre jet d'attaque sans bonus, sans malus. Ou se concentrer un peu sur la défense. On aura une pénalité à notre jet d'attaque et un bonus à notre jet de défense. Donc là, on lance un dessin et on le compare. Il n'y a pas de figurine là, hein, j'espère que je suis bien clair. On le compare avec la défense de tous les héros. Si vous réussissez, on déclenche le Skirmish Power pour chacune des personnes qui va se faire toucher. Chaque perso a généralement une valeur de défense différente, parce qu'il a de l'équipement différent. Le perso a une valeur de défense différente. Hop. Alors c'est la stat que je vous ai montré ici, là. Par exemple, lui, il a 35 en défense. Si on fait supérieur ou égal à cette valeur, et ben chacun va subir le pouvoir de l'escarmouche qui est indiqué sur la carte. Ici, il perd 1 dé de 6 vitalité, donc point de vie. Et un personnage au hasard qui a été touché devient Sickened 5. Donc il y a plein de conditions. Ça veut dire que le joueur en question doit faire un test de. Je sais plus quelle caractéristique, c'est dans le manuel, hein. Je sais plus quelle caractéristique. S'il fait 5 ou plus, eh ben, il n'est pas sickened. Sinon, il est sickened, hop, ça fait quelque chose. Vous pouvez être immobilisé, vous pouvez être maudit, vous pouvez être malade comme ça. Bon, bref, il y a plein de conditions que mettent les monstres pour vous filer des malus. Et il y a des conditions positives aussi que vous pouvez choper, bien entendu, mais comme dans ce genre de jeu, vous serez une victime et voilà. Ensuite, c'est au tour des joueurs qui vont tenter de battre la défense du monstre 43. Donc vous lancez un dé 100, vous rajoutez votre might, vos bonus d'armes, etc. Et vous lancez votre dé. Et si vous faites, bah là, dans ce cas-là, 43 ou plus, et ben ça, si vous faites 43 ou plus, ben vous touchez. Et à ce moment-là, dans le jeu normal entre guillemets, c'est-à-dire quand on joue sur les tuiles, vous lancez des dés de dégâts, etc. Mais là, il n'y a pas de point de vie. À chaque fois que vous touchez, vous faites baisser de 1 la force. Quand on arrive à 0, bon, déjà, ils vont gagner ou perdre des bonus dans le combat. Ensuite, quand vous arrivez à 0, eh ben, vous avez gagné la rencontre et chaque joueur va gagner un petit peu de pièces. Voilà, et puis bon, surtout, vous ne serez pas mort, hein, c'est l'objectif principal. Voilà c'est très simple, ça se joue très vite. À ce moment-là, on peut quand même utiliser des pouvoirs, dépenser des points de pouvoir. Mais bien entendu, bah, comme c'est assez difficile à récupérer les points de pouvoir, bah, vous allez éventuellement les payer après dans le reste de l'histoire. Voilà.
On peut regagner des points de pouvoir, mais c'est un petit peu risqué. Ça, on peut pas le faire tout le temps. On a le droit à un repos par chapitre, mais il y a un risque. Il y a 3 chances sur 10 de se prendre une autre. Ça vous rend un peu de points de vie. Ça vous rend des points de ghost si vous en avez. Et ça vous rend 4 points de pouvoir. C'est 4 de chaque en gros. Enfin, pas en gros, c'est 4 de chaque. Et à ce moment-là, euh, vous avez quand même 3 chances sur 10 de vous prendre une petite embuscade et de vous faire attaquer. Donc bah, les points de vie gagnés, il va pas falloir les perdre pendant ce combat-là, etc. Donc c'est vachement utile parce que les points de pouvoir, ça fait quand même des trucs puissants. Mais bon bah c'est pas si. Enfin, il y a une vraie gestion, c'est pas forcément facile, hein, surtout nous qui n'avons pas beaucoup joué, de savoir comment il faut, à quel moment il faut dépenser vos points pour quel type de pouvoir, etc. Pour l'instant, nos personnages n'ont pas beaucoup de pouvoirs, on en a deux. Il y en a qui ont plus qui ont des passifs, donc c'est un peu plus simple. Mais voilà. Donc ils ont aussi un bonus, hein, je vous l'ai pas dit, mais ils ont un bonus en might, donc pour toucher, suivant l'étape dans laquelle on est, si c'est une histoire de début de campagne, enfin voilà, Dusk, Twilight, Midnight et Nightmare, je vous l'avais dit, hein, c'est un peu le niveau de l'histoire que vous êtes en train de jouer. Mais ici, bien entendu, on est en Dusk, hein, puisque c'est vraiment une quête d'introduction. Donc ça, c'est ce côté-là. Quand on est de l'autre côté, quand on est sur ça, donc ça, sont des petites escarmouches. L'objectif, c'est que ce soit vite joué, vite fait, qu'il n'y ait pas beaucoup de choix, enfin, qu'il n'y ait pas beaucoup de choix, qu'il n'y ait pas, en gros, hein, c'est un espèce de petit mécanisme d'attrition. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans un jeu comme d'attrition et de gain aussi un petit peu, pour soit par exemple dans Donjons Dragons, etc. Soit bah, vous faites un énorme combat qui est très très risqué, vous en faites un par jour et vous cramez toutes vos ressources pour ce combat-là. Et ça veut dire que le combat en face doit être extrêmement fort pour pouvoir challenger les joueurs. Ce qui est souvent, enfin, c'est pas généralement pas ce qu'il faut faire. Enfin, ça dépend un peu de vos goûts, hein, mais généralement, ça fait que le jeu est un peu déséquilibré, ça montre pas grand-chose. Soit vous faites plusieurs petits combats avant pour un peu affaiblir les joueurs, leur donner des opportunités de dépenser leurs ressources, donc leurs ressources principalement leurs points de vie, leurs sorts, etc. Pour bah, les affaiblir un petit peu, que le combat final il soit dépendant des combats précédents. Est-ce que vous avez cramé beaucoup de choses parce que vous avez bien joué ou eu de la chance, hein, parce que bon, c'est quand même un jeu de dés, hein, ou ça donne un petit peu plus de richesse, on va dire, aux possibilités d'évolution. Vous n'aurez pas un gros combat final à la fin voilà. Donc voilà comment ils ont choisi de résoudre un peu cette équation en plus de donner, de faire un peu d'histoire, quoi. Voilà. Donc ce côté-là, on va jouer les monstres individuellement avec les figurines sur le plateau que vous avez vu tout à l'heure. On va les placer. Il va y avoir un camp qui va jouer en premier. On lance un dé 10 si on a des bonus ou pas, pour savoir qui a l'initiative. Et après, on va faire tous les monstres. Puis, ou si c'est les monstres qui ont l'initiative, ou alors tous les héros. Puis tous les héros, dans l'ordre du tour. On a le droit de passer pour réorganiser un petit peu notre tour. Lors du tour, c'est le leader du tour en cours qui joue et ceux qui sont à sa gauche jouent, etc. Enfin, on va tourner comme ça. On peut quand même assez facilement passer pour réorganiser le tour en cours. On a vu pendant les combats qu'on pouvait faire quasiment ce qu'on voulait. On n'est pas trop bloqué par l'ordre du tour. On joue pas de base, chacun joue dans l'ordre qu'il veut, mais il y a des options pour pouvoir décaler son tour et attendre que machin ait joué, libérer la place. Donc on n'est pas trop bloqué ça. De ce côté-là, ça va. Je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait. Donc suivant le nombre de joueurs, chaque figurine va avoir par exemple ici 17, 21, 25, 29 points de vie. D'ailleurs, le jeu n'est absolument pas équilibré pour deux héros. Si vous voulez jouer en solo, là il y a énormément de discussions en ce moment sur Board Game Geek. Le jeu ne fonctionne absolument pas. Parce que les monstres font. Il y a autant de monstres sur le plateau, quel que soit le nombre de joueurs. Ils font les mêmes dégâts et ils ont un peu moins de points de vie. Voilà. Entre 2 joueurs et 4 joueurs, vous voyez, euh,
par exemple ces ghouls-là, je sais pas combien il y en a sur le plateau, mais généralement deux ou trois. Bah, vous avez 3 ghouls à 17 points de vie. Vous êtes que 2, vous avez on va dire 2 fois 20 points de vie ou 25 points de vie. Vous avez 50 points de vie maximum à votre groupe. Alors que bah, si vous êtes 4, vous avez 100 points de vie à vous 4, vous pouvez un peu plus vous répartir, vous avez moins chance de tomber et vous faites beaucoup plus de dommages. Vous faites 4 attaques au lieu de 2. Et les monstres, ils n'ont pas la moitié des points de vie. Vous voyez, on passe de 17 à 25. Bref, le jeu est très mal équilibré à 2 joueurs. Pour l'instant, ça discute pas mal de petites variantes en ce moment, à la fois avec les créateurs et sur le net. Il y aura moyen de faire quelque chose. Le jeu est assez simple. Je pense que si vous êtes deux, jouer deux persos chacun, ça a du sens. C'est assez facile. Bon, certains n'aiment pas du tout, mais parce qu'ils aiment bien le côté vraiment j'incarne un personnage. Et il y a d'autres variantes avec un personnage non joueur qui vous soigne, etc., qui vous permet de remonter un petit peu. Bon, bref, il y a pas mal d'autres variantes possibles. Euh, Il y a aussi la possibilité que les premières histoires soient impossibles à deux et que ça devienne un peu plus facile une fois qu'on est un peu équipé, une fois qu'on est un peu, on a un peu passé de niveau. Pour le moment un peu trop facile, enfin trop dur à savoir. Alors les monstres jouent assez basiquement, ils tapent le plus proche et s'il y a des gens à la même distance, ils vont, ils vont lancer un dé pour savoir qui tape. On lance un dé 100, on rajoute un bonus de Dusk, un bonus de Might lié au niveau de l'histoire. Ensuite, ils ont une caractéristique de mouvement et de défense. Et le dé des dizaines de leurs descents qu'ils vont lancer pour pouvoir toucher, on regarde s'ils touchent. Et le dé des dizaines va déclencher des pouvoirs différents. Entre 1 à 5, ils font une morsure qui, qui peut rendre malade. Entre 6 et 7, ils s'accrochent à vous et à votre bras et essayent de vous faire perdre votre objet. Enfin, même pas, ils essayent, visiblement ils réussissent. Des fois, ça vous fait perdre de la vita fixe. Ici, celle-là, vous perdez 4 points de vie fixe. Celui du dessus, bah, 1 des 6 vita, etc. Et généralement, plus on fait un gros chiffre sur les dizaines, sur les unités, pardon, plus on fait un gros chiffre, plus ça va faire un truc puissant, etc. Et puis, ils ont aussi un pouvoir spécial qui les personnalise. Voilà. Donc ce combat-là, donc ça c'est le combat quand on est sur la tuile que je vous avais montré tout à l'heure. Ça fonctionne assez bien. Bon, ça c'est des standees ou des petits pions pour, euh, le, pour faire le PNP. D'ailleurs, vous pouvez aller voir, ça se fait assez bien. Et ça c'est si vous voulez, il y a même la tuile si vous voulez l'imprimer. Alors les tuiles sont, je trouve, assez jolies, très brillantes, les couleurs elles sont vraiment top. Pourquoi? Parce que contrairement à un jeu comme Descente et compagnie, où les tuiles sont du carton gaufré, là ils ont choisi autre chose. Alors, il y en a qui sont pas contents. Moi ça me va tout à fait. C'est on va dire de la feuille cartonnée un peu, bah, qui ressemble un peu à de la carte à jouer, enfin de la carte de jeu. Donc c'est pas très épais. On n'a pas vraiment tendance à les accoler, donc le fait qu'il n'y ait pas de rebord, ça n'est pas, pour moi, ça n'a pas été un problème. En revanche, ça leur a permis de mettre beaucoup plus de terrain que s'ils avaient dû mettre 1 kilo de carton dedans. Et je trouve que c'est ce qu'il fallait faire. Voilà. Franchement, je pense que c'est plutôt une bonne idée et qu'ils ont bien fait de faire ça. Donc ici, c'est le petit bout de carte qu'ils vous ont montré. La carte du monde, elle est un petit peu plus grande hein, pour pouvoir faire le kit d'intro. Alors ça, c'est le truc qui fonctionne pas du tout dans le jeu. Pour suivre les points de vie des ennemis, des joueurs, etc., on a une espèce de petite carte carrée comme ça que vous êtes censé mettre, que vous tournez. Il y a tous les chiffres qui sont écrits en carré autour, et vous êtes censé, que ce soit au niveau des joueurs, des points de pouvoir ou des points de vie des joueurs ou les points de vie enfin des héros ou les points de vie des ennemis. J'essaie de vous le montrer. Il y a une petite flèche, il y a des petites flèches sur les feuilles de perso.
Voilà, donc ici vous voyez, alors je suis dans l'escarmouche donc c'est pas possible qu'il y ait ça, mais il y a les mêmes à droite et à gauche. Ici vous voyez les Restless Spirit, il peut y en avoir 4. Vous avez 4 flèches rouges à gauche, en bas, en haut, et vous êtes censé aligner ce carré devant cette feuille-là. Autant dire que au moindre mouvement, vous décalez de 3 mm, vous n'êtes plus devant le même chiffre, etc. Ça fonctionne absolument pas du tout. On sait pas encore s'ils vont trouver une solution qui est plus maligne pour le reprint. Nous verrons. C'est un petit peu difficile à dire pour le moment. Bon, ça se fait assez bien, hein. Moi, je me suis fabriqué des petits trucs. Bon, voilà, ça fonctionne sans problème. Hop. Donc là, je vous ai montré un peu tout le matériel qu'il y avait dans le jeu. Bon, il n'y a pas que ça, mais tous les types d'éléments qu'il y avait dans le jeu. Voilà. Donc pour résumer, pour moi, le gameplay est assez simple. C'est de la gestion de ressources. Vous allez vous faire attaquer, vous faire attaquer, vous faire attaquer. Il va falloir tenir jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Là, de ce que je vous ai montré, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de choix parce que c'est une quête d'introduction. Mais rien que dans la première quête, bah, il y a quand même pas mal de possibilités, de manières de résoudre les situations. Est-ce que vous allez aider machin ou est-ce que vous allez l'ignorer et faire autre chose? Est-ce que vous allez essayer de calmer les gens ou vous allez les tabasser quand c'est parce qu'ils vous emmerdaient, etc. Bref, il y a beaucoup de possibilités de narration et ça a vraiment plus l'air de raconter une histoire que dans Brimstone, avec un début, une fin. Et vous allez avoir, alors je sais plus combien, mais par exemple dans la boîte de base, il y a 8 histoires, alors qui sont beaucoup plus longues que ce qu'on a vu là, hein, bien entendu. La première histoire de démo qui est plus courte que les autres, on l'a fait en... J'essaye de me rappeler, peut-être on a peut-être joué 3 heures, 3 heures et demie avec un peu d'explication de règles, mais tellement minime l'explication de règles puisque j'ai commencé au milieu. Voilà à peu près. Ensuite, c'est un petit peu un jeu de rôle dans le sens où voilà, vous avez une feuille de personnage. On peut arrêter au milieu d'une histoire. Entre deux chapitres, généralement, c'est quand même un peu plus simple. Voilà. Donc vous avez des feuilles de personnages où vous allez éventuellement noter tous les bonus que vous avez obtenus, vous avez développé sur votre personnage. Est-ce que vous avez tel type de conditions, quel équipement vous avez. Il y a des feuilles qui sont un peu mieux faites que celles-ci sur le net, qui ont déjà, malgré le fait qu'il y ait quelques jours seulement de livraison, une semaine et demie, 15 jours, enfin suivant les endroits. Bon, il y a déjà plein de trucs. Et d'ailleurs, je pense que le jeu sera très riche en contenu fan-made et il l'encourage. Parce que ils vont faire un kit de création ils font un kit de création de scénario avec les assets, les dos des cartes, les templates PDF, enfin PSD plutôt pour pouvoir les éditer. Ils sont très pro communauté, donc ça c'est agréable, c'est sympa, voilà. Et il y aura pas mal de contenu fait par les fans. J'ai pas trop peur dans la quantité de matériel qui sera disponible, dans le sens où il y aura de quoi jouer pendant longtemps. Voilà, si la communauté elle continue à rester active, ce qui est le cas pour le moment, même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont reçu, on commence à voir pas mal de choses. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans les règles pures? Bon, il y a des règles de ligne de vue, bien entendu, hein, il y a des types de monstres, ça on s'en fiche. Les règles, je l'ai dit, hein, sont dispo en français si vous voulez les lire. Ça, ce sont tous les statuts qu'on peut obtenir, positifs ou négatifs. Maudit, fou, avoir une fracture, immobilisé, la lycanthropie. Enfin bref, plein de trucs assez sympas, et puis des trucs positifs, mais ceux-là, vous les verrez quasiment jamais, puisque le monde est injuste. Hop, vous avez des petits... Alors, est-ce qu'on va les voir sur le matériel de jeu? Ouais, vous avez des petits bouclettes pour chaque personnage. Au début, quand vous créez votre personnage, vous avez un choix
on va dire, de voix qui vous donnent un bonus général. Par exemple, je jouais l'exorciste, qui est une sorte de prêtre, et j'avais deux choix, un choix plutôt soin et un choix plutôt orienté dégâts. Euh, euh, Sachant que en plus mes pouvoirs ils soignaient, et ils faisaient des dégâts sur certains types de monstres, les morts-vivants, les esprits, etc. Bon, il y a un petit choix au départ, vous pourrez pas le changer. Ensuite, il y a les compétences. Les deux, en deuxième page, il y a vos compétences de départ, sachant qu'il y a une variante qui vous donne des points pour acheter vos compétences. Et plutôt que de vous imposer vos compétences de départ, bon, c'est difficile de le faire à la première partie. Par exemple, là, nous, même si moi j'avais déjà fait une partie, je me suis pas lancé là-dedans. Voilà. Donc il y a pas mal de personnages. Les figurines, il y a aussi tous les endroits que vous pouvez visiter en ville avec, euh, avec vos actions spéciales. Et il y a enfin, en quatrième page de ce petit livret, il n'existe pas hein, dans le, dans le print and play, il y a aussi une sorte d'arbre de talent. À chaque fois que vous allez gagner un niveau, hein, pour résumer, vous allez avoir deux possibilités de bonus à choisir. Ça peut être des points de skill, ça peut être des compétences spéciales, des points de vie en plus, des points de pouvoir en plus. Bon, bref, il y a pas mal de choix. Ça se déroule sur tout le personnage. Il y a plein de tokens en carton. Au niveau de qualité du matériel, donc je vous ai déjà parlé des tuiles. Les petits bouclettes, ils sont en papier un peu épais pour la boîte de base. Pour les extensions, ils ont eu un petit foirage. Bon, pour le reprint, ça sera toute la même qualité. Et si vous prenez le kit d'upgrade, si vous avez la première édition, eh ben vous aurez. Voilà. Donc c'est un petit foirage de production. Bon. Je suis un peu magnanime sur le sujet, je pense que ça peut arriver. Le fournisseur a mis du papier un peu moins épais. Et eux, ils s'en sont pas rendus compte tout de suite. Et donc c'était trop tard. Il y a un petit peu de token en carton, la qualité est très bonne. Au dos, il y a écrit ce que ça fait. Par exemple, au dos d'un bandage, bah, vous le dépensez et vous récupérez 4 points de vie. Donc ça, c'est très bien. C'est pratique. Les figurines. Alors les figurines, elles sont, elles sont pas moches. Vraiment, vraiment pas moches. Alors ça va vous paraître un peu... On les voit pas ici. Ah si, elles sont là, mais bon, vous n'allez pas beaucoup les voir. Elles sont pas moches, mais elles sont un peu étranges dans le sens où elles sont un peu grandes. C'est-à-dire qu'au lieu d'être on va dire du 32 mm, ça ressemble plutôt à du 40 mm. Elles sont un peu plus massives, un peu plus grandes que les personnages standards. Et ça fait un petit peu bizarre au début, il y a certaines proportions qui... Je trouve qu'ils ont un peu des grosses têtes. Mais c'est peut-être dans ma tête à moi aussi. Voilà. Les monstres, les gros ennemis sont bien détaillés. Les sculptures enfin, les détails de l'injection plastique sont très bonnes. Sont bons quoi. Alors il y a des lignes de moulage qui sont un peu chiantes si vous êtes des peintres. C'est pas non plus les figurines de, je sais pas moi, de Kingdom Death Monster, hein, on n'en est pas là, c'est du préassemblé. Et un truc qui est trop cool, c'est que sous le socle, il y a le nom de la créature, et ça c'est vraiment bien. Ça paraît tout con, mais c'est vraiment sympa. On se disait ça aussi hier avec les joueurs de mon club. Il y a pas mal de tuiles qui permettent de mettre de la richesse, plein de cartes, etc. Un petit pion premier joueur qui permet de dire si c'est la nuit ou le jour. Hop, hop. Bon, tout ça, c'est un peu, on explique comment ça fonctionne. Vous voyez qu'il y a effectivement des armes à feu primitives dans le jeu. C'est bien un esprit assez victorien, quoi. À la fois, peut-être la ligne des gentlemen extraordinaire, un petit peu. Euh, voilà, donc voilà, je trouve que l'ambiance est plutôt bien rendue et plutôt bonne, en tout cas dans l'histoire que j'ai jouée et dans le gameplay. Bon, bah, tout se joue sur les ténèbres, sur la menace, sur la corruption. Euh, voilà. C'est assez dark, hein. Voilà, c'est assez dark. Après, je suis pas sûr que ce soit. Enfin, je pense que ça se joue avec tout le monde. Enfin, je crois que c'est vraiment pas un problème. Hop, il y a des artefacts. Bref. C'est comment remplir les feuilles. Voilà. Maintenant, ce que je vais vous montrer, hop, c'est le Kickstarter. Donc maintenant, je pense que vous savez à peu près. Alors, j'ai pas tout expliqué, mais si le jeu est fait pour vous, beaucoup de gens jetés de dés, euh, euh, une histoire qui est racontée, un niveau tactique
qu'il n'y ait pas de la folie furieuse. Voilà. Donc certains aimeront une certaine partie et d'autres pas. Donc le nouveau Kickstarter est un petit peu différent, c'est qu'ils ont eu besoin de descendre le prix du jeu. Alors pour descendre le prix du jeu, à la place des figurines en plastique, ils ont mis des standees. Les voici. Donc des petits pions en carton sur des socles. Et ils ont remplacé toutes les figurines par ça. Les figurines sont également disponibles en add-on. Attention, attention. Le prix du jeu a vraiment beaucoup augmenté entre le premier Kickstarter et le deuxième, qui était le premier Kickstarter qui était probablement trop généreux. Là, bah, à vous de voir si ça vaut le coup pour vous. Sachant que euh, le pledge de base vaut 60 dollars, enfin la boîte de base vaut 60 dollars. La boîte de l'extension qui contient en fait tous les stretch goals de la première et qui est très riche, il y a plus d'histoire dans l'extension que dans le jeu de base, il y a un peu plus d'ennemis, etc. Donc c'est vraiment riche, il faut prendre les deux extensions. Alors là, enfin, il faut prendre l'extension plus la boîte de base si vous jouez. Je suis pas sûr qu'un pledge à 60 dollars. Il y a quasiment pas de stretch goal. Les stretch goals seront des stretch goals. Enfin, alors pour l'instant, c'est un peu tôt sur la campagne, mais plutôt des stretch goals, pas de montant, mais de sociaux pour essayer de faire vivre le jeu. Bon, c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Il y a eu des soucis parce qu'ils ont voulu. Enfin bon, bref, ils ont fait un petit peu payer enfin, les errata, etc. Ils ont décidé de les faire payer. Ils avaient mis un prix trop élevé en y incluant les figurines en carton dont en fait on n'a rien à faire. Voilà. Donc il y a les figurines des héros avec la figurine de Ghost quand vous transformez. Enfin, figurine, non. Le pion en carton. Vous avez tous les ennemis. Voilà. Ça, c'est l'extension. Il y a plein de tuiles qui sont à l'intérieur. Il y a plein de nouveaux monstres, des nouveaux items, des compagnons, des pions en carton, des rumeurs. Alors, les rumeurs, c'est les petites missions secondaires. Franchement, euh, alors ça veut dire que le pledge de base, il est à 120 dollars, hein, si vous prenez pas les figurines. Ensuite, vous avez le pledge avancé qui sont ça, plus le pack de figurines que vous voyez là. Donc vous pouvez les voir sur le net, hein, les figurines, si elles vous conviennent ou si elles ne conviennent pas, hein, bien entendu. Donc pour le prix du pack de figurines, vous avez toutes les figurines des deux extensions. Enfin de la boîte de base et de l'extension. Donc ça remplacera les pions en carton. Hop. Donc il y a pas mal d'infos, hein. Donc ça c'est un pledge pour nous, les premiers backers. 30 dollars. Vous avez dedans un kit de création d'aventure avec une ou deux histoires à l'intérieur. Je me souviens plus combien. Et un deuxième bouquin avec des nouvelles histoires. Qui sont des histoires qui serviront à la fin du jeu. Vous voyez, Nightmare Adventures. Nightmare étant le quatrième niveau du jeu, plus une petite pièce en métal qui ne sert strictement à rien. Mais ça, voilà, ça fait plaisir ou pas. Euh, Hop. Donc ça sera. Ils ont mis en sur-papier plein de conseils pour créer des scénarios, etc. Bon, c'est vraiment pour la partie des gens qui voudront créer des choses. Sachant qu'une partie des scénarios du journal là seront disponibles. C'est plutôt pour montrer le soutien. Voilà. Et ce que je suis capable d'entendre, puisque bah, je pense qu'ils ont fait plutôt un bon boulot, même s'il y a des petits errata, il y a pas mal de choses. Donc 60 dollars la boîte de base avec ses pions en carton plus la pièce métal. 150 dollars, donc plus 60, faut que je vous montrerai, mais c'est 60 dollars le prix de l'extension. En gros, ce qu'ils expliquent, c'est que. Et ici, enfin, c'est ce qu'ils expliquent, c'est. Bon, bref, je vous expliquerai après. 150 dollars, c'est les deux, enfin, l'extension plus la boîte de base, plus toutes les figurines, 150 dollars. Alors, c'est extrêmement plus cher que ce qu'on a payé nous, on a payé une centaine de dollars. En revanche, ce qu'ils disent, eux, c'est ok, bah la boîte de base et la boîte de l'extension, c'est 100 dollars. Donc on vous les vend 150 dollars, ça vous fait 50 dollars de remise sur 200. Bon, soit vous acceptez pas, hein, je peux pas trop vous le dire. En add-on, vous avez quoi? Vous avez, bon, pour 60 dollars, toutes les figurines du jeu. Donc ça peut être ajouté à un truc, bon, il y a peu d'intérêt parce que en gros vous allez prendre soit le pledge à 60 et rajouter des trucs, soit le pledge à 150. Vous avez les figurines de fantômes.
Alors, pour 25 $, c'est tous les héros qui sont en fantôme, plus un ennemi, la figurine d'un ennemi qui est fourni en forme de pion rond en carton ou de standee dedans. Ça, c'est uniquement du cosmétique, hein. C'est si vous avez, c'est dans d'un plastique transparent, qui est assez joli d'ailleurs, mais c'est vraiment purement cosmétique. Seulement si vous avez envie, il y a pas vraiment de gameplay associé quoi. Ensuite, c'est absolument indispensable, enfin indispensable, vraiment vraiment bien pour 12 $, un petit paquet de cartes qui fait qu'à chaque chapitre du jeu, vous allez le piocher, ça va faire un événement global. L'événement global, ça peut être, alors ils appellent ça des saisons, donc il va y avoir du blizzard et si vous faites des combats en extérieur, vous aurez des malus sur les trucs de range. Ou alors, oh c'est la saison des moissons, si vous allez en ville, vous allez avoir des bonus, etc. Donc il y a des bonus et des malus. À chaque chapitre, vous en piochez un et voilà, je pense que c'est bien, il faut le prendre. Enfin, il faut le prendre. Ça apporte quelque chose quoi. Je vais vous dire, soit ça apporte quelque chose, soit ça apporte rien. Ensuite, il y a des petites recettes de craft, du crafting un peu. Donc il y a deux types de cartes items dans ce paquet-là. Des recettes et des ingrédients. Les ingrédients peuvent être utilisés soit pour fabriquer les recettes, soit en tant que consommable, vous le cramez et ça fait quelque chose. Alors je pense que c'est sympa. Mais moi par exemple j'ai sorti les recettes de mon paquet. C'est encore un peu tôt pour dire si c'est vraiment la bonne solution. Parce que c'est un peu con de piocher une carte item quand vous fouillez et de tomber sur une recette. Vu les chances de tomber sur les items qui vont avec, je trouve que c'est pas terrible. Donc peut-être qu'on fera que moi j'ai laissé tous les items qui servent à la fois de consommables et de craft. Et peut-être que les recettes de craft, à chaque fois qu'on va en ville, on va en piocher un certain nombre et puis bah, elles seront disponibles chez les marchands. Parce qu'en fait, en plus, ils vous disent bah, allez chez le forgeron avec cette recette-là, dépensez tous ces items-là et tous ces items. Donc moi, je les ai sortis dans un petit paquet à part. On verra comment on gère ça plus tard. Ensuite, il y a un accessoire dit de dinette, donc des portes, des sarcophages. Des épouvantails et un monstre livre assez sympa. Bon, strictement aucun intérêt de gameplay, hein, bien entendu, c'est uniquement si vous voulez bien pimper votre jeu. Une figurine qui est une des afflictions. Alors les afflictions, j'ai pas dit ce que c'était, mais c'est les boss, hein, en gros c'est ça. Euh, euh, qui est présent sous le forme de pion en carton dans la boîte de base. Et bah, vous pouvez vous acheter la figurine, donc aucun intérêt de gameplay, c'est juste de la personnalisation. Les caractères pads et les session pads, c'est un petit ensemble de feuilles. Ne prenez pas ça. Strictement aucun intérêt. Aujourd'hui, tout le monde a une imprimante quasiment. Et en plus, ceux qui sont disponibles sur le net sont. Enfin, celle qui est disponible sur le net que j'ai trouvée, elle est juste bien mieux que celle-là. Ne prenez surtout pas ça. Ensuite, on est à nouveau dans l'optionnel et dans le cosmétique. Des petits néoprènes pads, donc comme des tapis de souris pour les personnages. En revanche, bah, il vous en faut un par personnage. euh, où vous allez placer vos armes, vos équipements, vos petits pions, etc. Moi, je les trouve assez sympas. En revanche, bah, ça fait grimper pas mal la facture. Une très grande carte. Quand je dis très grande, elle est vraiment très grande. Au lieu de remplacer la toute petite carte du jeu, elle est vraiment petite, hein. Je sais pas combien elle fait, mais elle fait peut-être euh, 20 par 30 cm quoi, la carte qui est dans la carte. Alors on n'y fait pas grand chose, hein, concrètement on se déplace sur des cases, donc c'est pas forcément très grave. Un grand tapis néoprène qui représente la carte du jeu. C'est vraiment grand, hein, je me souviens plus de la taille. À 40 inches par 23 inches. Donc il faut une grande table parce qu'en plus à côté il faut mettre vos feuilles de perso. Voilà, donc bon bref. C'est du pur. Moi je la conseillerais pas. Encore les player mats, je dirais ok. L'Overside World Map, bon, je suis pas hyper convaincu, elle est jolie, hein, ça rend pas mal sur la table, mais c'est pas non plus game changing. Ensuite, deux add-ons, un Demons and Dark Artifact, donc c'est le crossover avec Midara. Donc il y a Midara, un jeu qui est pas encore livré, hein, qui est très en retard, avec deux petites extensions, des petits artefacts liés à l'histoire qui est disponible sur le web.
Donc l'histoire, elle sera imprimée soi-même. Et un petit objet de départ supplémentaire pour les personnages, je trouve ça très sympa. Il y a le même principe dans Brimstone, on commence avec un objet. Voilà. Donc la figurine est sympa. L'histoire peut être jouée si vous n'avez pas l'extension, parce que comme il est disponible sur le web, bah, vous faites un token, hein, vous faites ce que vous voulez. En revanche, vous aurez pas les cartes, vous aurez pas les cartes artefacts. Bon, voilà. Mais voilà, moi je trouve que c'est sympa, ça fait partie du contenu du gameplay. Ensuite, il y a l'équivalent du pledge à 30 dollars, c'est-à-dire les conseils pour créer ses personnages avec une histoire, et les 6 histoires qui seront dans le Nightmare, sachant que l'une d'elles est la version imprimée de Demons on Dark Artifact, qui est disponible gratuitement sur PDF. Donc c'est plus du soutien, je trouve, voilà. Après, il y aura 3 nouvelles histoires. Enfin, il y aura 4 nouvelles histoires en tout dans le paquet. Donc est-ce que ça les vaut ou pas, sachant qu'une histoire, ça va être entre 2 et 4 heures, je dirais, ou 2 et 6 heures. Alors ça dépend un peu du niveau de l'histoire. Je ne sais pas plus tard combien de temps ça prend, mais voilà. Ensuite, bah, vous pouvez acheter une boîte de base supplémentaire avec les pions en carton et l'extension à 60 dollars. C'est ça que Dark Tales, c'est ça qu'il faut prendre pour si vous prenez le pledge à 60 dollars, que vous prenez ces 60 dollars là, vous avez une bonne partie du contenu du jeu, mais pas les figurines. Voilà, donc ça dépend un peu de ce que vous préférez. Maintenant, il y a des gens qui aiment bien les standees, hein. Justement, si vous voulez des standees, vous pouvez acheter tous les cartons des deux pour 15 dollars. Bon, je vois pas. Enfin bon, il y en a qui, tu me diras, qui vont vouloir revendre leurs figurines et prendre ça parce qu'il y en a qui préfèrent. Voilà, bon, bref, il y a 3 personnes qui ont demandé et, et ils sont pris de plein d'emmerdes parce qu'ils avaient groupé ça et l'update pack, ce qui était une mauvaise idée parce qu'en fait, en vrai, il y a quasiment personne qui les veut, ces standees en carton. Enfin, soit enfin, personne qui les veut, qui a déjà les figurines, quoi, c'est ça que je veux dire. Bon, bref, ça n'a pas de sens. Et un petit pack d'upgrade à 12 dollars avec une réimpression du livre de règles en version révisée, les cartes qui seront mises à jour, les petits bouclettes en carton qui étaient en papier pour l'extension. Enfin bref, ils corrigent un peu tout. Je pense qu'ils vont faire le job. Ils sont assez actifs sur la communauté, donc un des auteurs répond beaucoup sur Board Game Geek à toutes les questions qu'on pose. Et ils ont lancé des threads en disant aidez-nous, dites-nous ce qui est pas clair. Voilà, donc ils vont bosser, je pense. Bon, et niveau stretch goal, on a débloqué, ouh, Yahoo, ouais, un petit sachet pour mettre la pièce qui sert déjà à rien. Bon, c'est un reprint. Il faut pas le, enfin bon, selon moi, hein, il faut pas le voir comme la fête du reprint, enfin la fête du stretch goal. C'est bon, c'est Greenbrier Games, c'est pas une très très grosse boîte. Et bon, moi ça me va, hein. Enfin, c'est soit ça vous va, soit ça vous va pas, hein, vous me direz, voilà. Donc on a débloqué, bon, ça c'est stupide. On a débloqué le droit d'acheter avec un social goal, d'acheter les correctifs. Bon, bref. Ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Tout le monde leur demande des trucs complètement contradictoires. Maintenant, t'as les mecs, donc ils avaient fait un pack à 25 dollars avec tous les stands en carton et les correctifs. Ils ont, ça a gueulé, ça a gueulé, ça a gueulé, ça a gueulé. Ils ont séparé le truc en deux pour ceux qui voulaient pas ça. Et ils ont été obligés d'augmenter de 25 à 27 dollars pour le prix des deux. Et t'as les mecs qui les voulaient qui voulaient les deux, enfin t'as des mecs, t'as 3 mecs qui disent ah mais maintenant à cause de vous, ça coûte 27 dollars. Bon, voilà, c'est Kickstarter, hein, c'est Internet. Enfin ce que je veux dire c'est qu'ils essayent de contenter un petit peu tout le monde. Ça sera un petit Kickstarter, hein, c'est pas, faut pas s'attendre à, à un succès comme Gloomhaven. Là, on est à 100 000 au bout de 4 jours, 110 000. Bon, ça va pas monter à 1 million, hein, c'est sûr, malheureusement pour eux, hein. C'est vraiment un jeu niche. Je pense que j'ai parlé, j'étais un peu long. Je pense que j'ai parlé de tout ce que je voulais. Je remonte un peu pour voir. Vraiment, les tuiles, je les trouve jolies. Enfin, et je pense que c'est un résultat qu'on aurait du mal à obtenir. Il y en a qui ont gueulé, hein, quand ils ont vu que c'était on va dire, du papier épais
plutôt que papier, ce serait pas leur rendre hommage, plutôt que du carton sur les tuiles, mais je pense qu'ils ont bien fait. Déjà, ça prend moins de place et en plus ils ont pu en faire pas mal pour beaucoup plus pour le même prix, c'est sûr, sûr et certain. Voilà. Bref, un jeu d'histoire, un jeu d'aventure, il va vous arriver des trucs. Euh, c'est tout. J'ai tout. Ouais, moi si j'ai oublié quelque chose, tant pis pour vous, hein. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne journée. Puis bah, laissez-moi des commentaires éventuellement, sachant qu'il vaut peut-être mieux me laisser des commentaires sur TrickTrack ou sur d'autres sites pour parce que enfin je lis pas tant que ça les commentaires YouTube parce que c'est pas mon adresse email principale. Donc voilà. Bonne journée à vous